Eh ben, merci Guillaume qui nous a emmenés assez loin dans le futur, en même temps un futur très proche. Je crains d'être un peu plus terre à terre sur des problématiques, même si l'IA, effectivement, on la sent, on commence à sentir ses effets dans notre vie de tous les jours. Voilà, je vais parler de quelque chose qui est vraiment du quotidien aujourd'hui pour tout le monde, ce sont les applications mobiles. Alors d'abord, qui suis-je? Alors je suis désolé, moi c'est un peu moins scénarisé. Je viens de l'école du PowerPoint à 3 bullet points par slide. Là encore, je me suis lâché, j'en ai mis 6 en 2 colonnes. Enfin, ça. S'il y en a qui s'endorment, voilà, je vous réveillerai à la fin. Donc moi, je m'appelle Thomas Corvasi, je suis le directeur de GreenSpector. Alors, co-directeur avec mes camarades Thierry Lebouc et Olivier Philippot. On est éditeur d'un logiciel, j'en dis pas plus parce que on va en parler, avec un côté plutôt innovant, et on est basé à Nantes. Donc le fait qu'on soit là, et le dernier point, oui, enchanté, je suis ravi d'être ici, merci Be With You et Antoine pour l'invitation. Alors, c'est parti. Donc le smartphone, évidemment, c'est quelque chose que tout le monde utilise au quotidien, c'est devenu un objet indispensable, aussi bien dans notre vie personnelle, pour faire des tas de trucs indispensables, mais aussi dans notre vie professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien par des tas de salariés, aussi bien ce qu'on appelle les cols blancs, donc les cadres, ou les cols bleus, les techniciens. Le problème, c'est que plus on utilise son smartphone, plus on le sollicite, plus il y a d'applications qui tournent, et plus vite la batterie va se décharger. Donc on va avoir un problème d'autonomie. Et en plus, vous avez de la chance si la batterie se décharge lentement et progressivement comme ça. Il y a aussi des cas où je suis en train d'utiliser mon smartphone et tout s'arrête brutalement, et je me retrouve sans plus rien. Je vous laisse en profiter dessus là, parce que en tant que propriétaire de chien, je vois très bien de quoi il parle. Donc, vous allez me dire, oui, mais effectivement, la batterie se décharge, mais on peut la recharger. Il y a des tas de moyens pour recharger une batterie. J'ai une powerbank, j'ai un chargeur de voiture. Si je suis un professionnel, j'ai des batteries remplaçables à chaud. Oui, effectivement, on peut recharger sa batterie avec plein de choses. On peut même aller très loin dans les différents modes de recharge. N'empêche que tout ça, certes c'est vrai, mais c'est quand même un stress. C'est en milieu professionnel. C'est une contrainte, c'est de la perte de productivité. Même quelqu'un qui a un chargeur de voiture ou qui a un dock pour placer sa tablette en permanence, y a des moments où il est obligé de la placer, de la recharger, et il ne peut pas pendant ce temps-là être avec son client, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il y a un souci sur l'autonomie. D'où vient tout ça? Ça vient des applications, puisque le smartphone ne se décharge pas tout seul, il se décharge parce qu'on utilise des applications, on sollicite la machine. Donc c'est-à-dire que les applications font peser une charge trop lourde, d'où l'analogie, sur le smartphone et sur ses composants matériels. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Effectivement, les applications trop lourdes, les applications trop gourmandes, c'est pas bon pour les utilisateurs, on l'a évoqué, c'est de la perte de temps, c'est de la mauvaise expérience utilisateur aussi, parce qu'une application trop lourde, ça va être une application trop lente. On a dans certains cas, une corrélation entre le fait que l'application a été surdimensionnée ou est peut-être pas bien conçue, et le fait qu'elle ne va pas réagir rapidement aussi. Et ça, c'est pas bon non plus, y compris en milieu professionnel, sur l'adaptabilité des solutions. Vous êtes ici dans un meet-up à Nantes, ville où le numérique est très présent, donc vous êtes jeune, dynamique, féru d'informatique, donc vous n'avez pas de problème avec ça. Mais il y a aussi des populations où on parle de digitalisation du métier, digitalisation du poste de travail, où on va fournir des tablettes à des gens en leur disant voilà, maintenant c'est super, tu lâches ton papier, ton crayon, tu vas utiliser cette tablette avec cette appli. Et où il y a un saut psychologique, il y a un saut technologique, c'est pas si évident que ça pour tout un tas de gens. Donc si en plus l'application ne répond pas bien, si en plus il faut se préoccuper de la batterie qui se décharge en 2 ou 3 heures, ça devient complètement inacceptable et on ne peut plus déployer, on ne peut plus engager l'entreprise dans cette transformation digitale. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Il y a un vrai enjeu évidemment sur le matériel. Si je sais que j'ai des applications qui sont un peu lourdes, qui consomment beaucoup, où les développeurs m'ont dit ah oui, attention au CPU, attention à la mémoire, je vais acheter pour mon parc de mobile, pour mon parc de tablettes, je vais acheter des choses plus puissantes, donc plus chères. Si je sais que je dois faire du remplacement à chaud, je vais acheter un parc de batteries supplémentaires ou je vais même acheter des appareils. Je discutais
il y a quelques mois avec une enseigne de la grande distribution où les conseillers, quand ils vous accueillent en point de vente, ils ont un smartphone, ils ont accès au catalogue, vous pouvez demander des renseignements. Oui, sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en milieu d'après-midi, ils vont dans l'arrière-boutique, ils posent le smartphone qu'ils avaient, parce que la batterie est vide, et ils en prennent un autre. Donc ils se réidentifient, etc. Parce que leur appareil ne tient pas la journée. Ça veut dire qu'ils ont plus de smartphones qu'ils n'ont de salariés. Donc vous avez 20-30% de surcoût sur le coût d'exploitation de la flotte, le coût d'achat et le coût d'exploitation. Et donc on a effectivement, on est parti quand même d'applications trop lourdes, ça a un impact réel sur des coûts d'acquisition, d'exploitation, et sur des coûts environnementaux. Dans GreenSpector, il y a Green, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Quand on va remplacer une flotte de smartphones parce qu'on a l'impression que ça ne tient plus la route, que ça ne tient plus la journée, donc on dit tiens, on va passer à un modèle plus puissant avec une plus grosse batterie, on va faire du remplacement anticipé de smartphones, qui sont des objets qui sont extrêmement dommageables pour la planète quand on les construit et quand on les met au rebut. La consommation d'électricité au milieu étant quelque chose d'assez anecdotique, vraiment l'impact environnemental du smartphone, c'est la fabrication et c'est ce qu'on en fait derrière. Donc il y a des coûts environnementaux aussi là-dessus. Alors, la question à laquelle on essaye de répondre chez GreenSpector, c'est comment faire pour maîtriser le comportement des applications. En tant que développeur, en tant que valideur d'applications, en tant que propriétaire d'applications, en tant que product owner, comment je peux faire pour maîtriser le comportement des applis? Eh bien, si elles sont trop lourdes, c'est simple, il n'y a qu'à les alléger. Voilà. Merci. On va rentrer un peu dans les détails. Donc, il suffit d'alléger les applications. Alors, comment on va faire pour alléger les applications? Bonne question. On a une approche, nous, qu'on défend beaucoup, qui est de commencer par la mesure. Aujourd'hui, une application trop lourde, c'est une notion subjective. Une application qui répond pas bien, bah oui, je trouve que l'écran, il met un peu de temps à s'afficher. Oui, mais alors, est-ce que vous êtes en Wi-Fi? Est-ce que vous êtes en 4G? Vous êtes en 3G? Vous êtes en 2G? Voilà. Ça veut dire quoi? Mettre beaucoup de temps, c'est ce seuil psychologique de 3 secondes, ou c'est 2 secondes, ou c'est 10 secondes? On a travaillé récemment sur une application bancaire où les écrans mettaient 10 secondes à s'afficher. Ouais, nous aussi. Mais bon. Donc on va commencer par mesurer, factualiser les choses. Et une fois que vous avez des mesures, ce qui se mesure peut se piloter. Donc après on rentre dans une démarche assez classique. Vous avez mesuré, vous avez des chiffres, vous avez des faits. On peut alimenter une intelligence artificielle à partir de ces chiffres-là. On peut aussi alimenter une intelligence humaine. Et on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'application. On va mesurer les différents cas de test, on va y revenir. Et une fois que vous avez mesuré, que vous avez compris, vous pouvez améliorer. Et le fait d'alléger l'application, ça va rentrer dans un plan d'amélioration continue, comme les mises à jour fonctionnelles, les nouvelles fonctionnalités, etc., etc. C'est une contrainte parmi d'autres à prendre en compte pour que l'utilisateur soit satisfait du produit que vous lui proposez. Donc mesurer, c'est la première chose, comprendre et améliorer. Sauf que là, on parle de mesurer la lourdeur d'une application. Alors, mesurer du temps de réponse, dans le web, on voit à peu près ce que c'est. Il y a pas mal d'outils sur la performance web qui vont vous donner l'affichage du premier élément, l'affichage du dernier élément, l'affichage de l'élément du milieu. Vous allez pouvoir faire pas mal de stats là-dessus. Quand vous êtes sur une application mobile, bah, vous avez beaucoup moins d'outils pour faire ça. Vous avez quelques outils, une demi-douzaine dans le monde qui existent, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais voilà, ils sont vraiment pas très nombreux. Et si on passe à l'étape d'après, qui est de se dire, mais en fait, la lourdeur de mon application, c'est aussi sa consommation de batterie, sa consommation de mémoire, sa consommation de processeur, sa consommation de données. On va aller chercher des métriques supplémentaires. Et mesurer la consommation de batterie qui est causée par une application, aujourd'hui, 99% des développeurs dans le monde, qui ne sont pas les clients de GreenSpector, en fait, c'est peut-être 99,99999%. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le pourcent de batterie qui est noté sur le haut de l'écran, ils lancent l'application, ils font tourner leur test, et puis ils regardent le pourcent de batterie qui est marqué en haut de l'écran quand le test est fini. Mesure parfaitement rigoureuse, scientifique, dans un environnement contrôlé. Donc ce qu'on va leur proposer, c'est d'aller beaucoup plus loin avec un outil qui va permettre d'aller chercher des mesures de manière beaucoup plus précise sur le smartphone, dans différentes configurations. Alors ça concerne des petites entreprises, des équipes de développeurs agiles, ça peut concerner aussi des grandes entreprises, des équipes avec des experts. On a un exemple, on en parle assez librement, vous voyez, c'est Atos, parce qu'ils en parlent aussi sur leur site internet, puisqu'ils sont assez contents de la manière dont on a pu les aider sur ce cas-là.
C'était un énorme projet pour la défense, c'est le projet Auxilium, c'est le projet qui consiste à fournir pour les militaires français de l'opération Sentinelle un smartphone sous Android avec tout un jeu d'applications dessus pour géolocaliser les camarades, recevoir des commandements, faire du push-to-talk comme un talkie-walkie avec le bouton sur le côté, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que quand Atos nous a appelés, ils se doutaient bien qu'il y avait un souci, parce que quand ils partaient, les développeurs partaient le soir, ils laissaient les smartphones de test sur le bureau, et quand ils revenaient le lendemain matin, les smartphones étaient éteints, ils étaient déchargés. Donc là, ils se sont dit, il y a peut-être un truc. Donc, ils nous ont appelés pour qu'on les aide, donc on les a aidés à faire des mesures, on a pris les différents cas de test de l'application, les différentes fonctionnalités, pour voir ce qu'ils consommaient. Au passage, on a pu leur montrer que l'autonomie de l'appareil était tombée à 3 heures. Voilà, ce qui, même pour un militaire français, une guerre éclair, éventuellement, c'est un peu juste. Donc on a fait les mesures de consommation fonction par fonction. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui fait que ça consomme beaucoup? Est-ce que c'est de lancer l'application? Est-ce que c'est d'accéder au premier écran? Est-ce que c'est d'aller sur la fonctionnalité d'à côté ou de consulter un détail, etc. Une fois qu'on a fait les mesures fonction par fonction, on regarde ce qui dépasse. Et donc on va pouvoir, et là c'est l'expertise du développeur, on a mesuré. Ensuite, la compréhension, ça va être l'expertise du développeur qui va retourner dans son code en disant « Tiens, ici, là, je surconsomme beaucoup. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est telle librairie que j'ai insérée dans mon code? Est-ce que c'est telle fonction ou peut-être qu'il y a un truc que j'ai codé de travers. » Voilà, ça arrive. Mais comment se rendre compte si on n'a pas la mesure? C'est difficile. Et donc, en l'occurrence, ils ont pu identifier assez rapidement les bugs énergétiques. Voilà, nouveau type de bug, vous pourrez l'ajouter dans votre collection. Et en 3 jours de correction, ils étaient revenus à 11 heures d'autonomie. Ils ont diminué la consommation de 70% par rapport à ce qu'elle était. Je vous accorde qu'il y avait des trucs qui étaient codés de travers. Bon. Mais ça arrive, même aux meilleurs, parce que sur ce projet-là, ils n'avaient pas mis les plus mauvais. Mais encore une fois, c'est comment est-ce que moi, en tant que développeur, j'ai ce feedback, j'ai cet avertissement sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant que ça soit en production, que ce soit l'utilisateur qui dise « Ah, mais je ne comprends pas, ça rame, ça plante, ma batterie est vide ». Aujourd'hui, on le constate en production. Et ensuite, donc, l'équipe Atos a adopté l'outil GreenSpector pour continuer à faire des mesures, mais cette fois-ci en continu, c'est-à-dire sans attendre d'être dans l'urgence comme il l'était là, pour dire à chaque release, on va refaire une mesure. Puis on va voir. Et avant de pousser vers la recette client, on va faire une mesure. On va voir si tout va bien. Si ça baisse, tant mieux. Si c'est stable, ok. Si ça augmente, on a peut-être des explications. Si on trouve les explications, tout va bien. On a ajouté des fonctionnalités, on a enrichi l'application, ça consomme plus, ok. Si on n'a pas fait tout ça et que ça consomme plus, on se pose des questions. Deuxième exemple, cette fameuse banque mobile. Alors c'est une nouvelle banque européenne qui s'est lancée il y a quelques mois. Je vous en dirai pas plus, mais voilà. Voilà. Et donc, il s'était autoproclamé. Excusez-moi, fin de journée. Il s'était autoproclamé en 2017 le plus gros projet digital de France. Donc là aussi, là, les experts, alors c'était pas d'Atos, mais c'était une société de service de même taille. Hein. Ils étaient au début 80, ils sont montés à 150. Le projet a été repoussé, l'action de la maison mère a chuté en bourse. Et il y a un moment, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une application, c'est une banque qui ne tient que par une application mobile. C'est 100% mobile. Donc la qualité de l'application, c'est la qualité de la relation bancaire, c'est le chiffre d'affaires qu'on va faire avec cette banque, c'est l'image de marque de tout le groupe, qui ne fait pas qu'une banque, qui se lance dans la banque, mais qui fait beaucoup d'autres choses, probablement des chaises aussi. Et donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut prendre la décision d'y aller ou pas? Et là, ils sont allés voir les développeurs en disant, bon alors, effectivement, machin, il dit que c'est lent, oui, on voit bien, ça rame un peu, mais en fait, c'est grave ou c'est pas grave? Il se passe quoi là? Et donc là, un peu la même histoire, ils nous ont appelés, et en une semaine, on leur a fourni un tableau de mesures pour leur dire, voilà, les différentes fonctionnalités de votre application, le lancement, l'enrôlement initial du client, la consultation de la liste des comptes, le fait de voir le détail de votre compte courant, le fait de passer un virement. Voilà ce que ça consomme, et voilà quel est le temps de réponse sur différents modèles d'appareils, du haut de gamme, du moyen de gamme, du bas de gamme, et dans différentes conditions réseau. Parce que s'il y a des développeurs parmi vous sur des applications mobiles, faites comme tout le monde, quand vous testez votre application, c'est sur le smartphone que vous avez sur le coin du bureau, qui est connecté en Wi-Fi avec une très bonne connexion fibre derrière.
qui est un smartphone plutôt haut de gamme, ou en tout cas assez récent, parce que vous êtes un peu geek, et du coup, bah, ça se passe moyennement bien, ou plutôt bien. Sauf qu'après, quand ça arrive sur l'utilisateur réel, bah, les conditions sont peut-être pas tout à fait la même. L'utilisateur réel, il est dans la rue, il a un smartphone, vous ne savez pas en quelle année il l'a acheté, vous ne savez pas sur quelle version de l'OS il est, et vous savez, il peut y avoir plein de choses, et surtout, vous ne savez pas non plus toutes les applications qu'il a ouvertes déjà avant d'ouvrir votre application. Et là, ça peut poser des problèmes. Donc, même chose, diagnostic en urgence. Alors là, ils n'avaient pas de test automatisé. Si on veut faire de la mesure de temps de réponse, c'est bien d'avoir des tests automatisés. Parce que faire de la mesure de temps de réponse, moi, rien que le temps que je tape le code PIN pour ouvrir l'application, le temps de réponse, il est fichu. Voilà. Donc il faut du test automatisé, donc on fait de l'automatisation de tests, et ensuite, ces tests automatisés, on le fait tourner sur le device, le modèle de smartphone qu'on a choisi, dans les conditions réseau qu'on a choisi, et on n'a plus qu'à attendre de voir les résultats. Donc ils ont pu baser la décision de lancement de cette nouvelle banque sur des constats qui étaient des constats fiables. Ils ont pu constater aussi qu'ils avaient beaucoup de choses à faire, et notamment un des débouchés de ce chantier-là, c'est qu'ils étaient partis sur une technologie hybride à base de Cordova, avec un framework spécialisé banque par en dessous, etc. etc. Ils le maintiennent en production pour l'instant, c'est pour ça que les performances ne sont pas encore au rendez-vous, mais la décision qu'ils ont prise, c'est de réécrire l'application en natif, une version Android, une version iOS, et petit à petit, ils vont insérer des bouts de natif dans la version hybride, et de plus en plus, le natif va remplacer les bouts. Voilà, et ils ont intégré donc un outil qui permet de faire ce genre de mesures, par exemple l'Inspector, dans le process projet. Encore une fois, pour pas que ça soit une démarche qu'on fait en mode urgence, en mode pompier, en disant « Oulala, on a un gros problème, chef, qu'est-ce qu'on fait ?» mais plutôt en disant « Tiens, à chaque étape, alors pas à chaque étape, parce qu'en fait, des étapes dans le cycle projet, eux, ils en ont 9. Mais sur 3-4 étapes significatives de livraison et de contrôle qualité, homologation, pré-prod, et sur la prod pour surveiller ce qui se passe juste avant de partir en prod aussi, dernier contrôle qualité, on fait ces mesures et on regarde si on a évolué par rapport à la fois précédente. Il faut que je me dépêche. Voilà. Dernier, autre cas d'usage, et je termine par celui-là, c'est pour mentionner que dans la consommation de l'application, donc il y a un vrai enjeu, mais ça amène aussi, quand on parle de flotte mobile, pour les professionnels, à des enjeux sur le choix du matériel. On peut dimensionner le matériel par rapport à ce que nous dit le fabricant, où on peut essayer de mesurer précisément l'autonomie d'un modèle par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Donc c'est ce que nous a demandé la SNCF. Ils ont lancé le projet Cosmo, qui est le projet de remplacement des smartphones qu'ont les contrôleurs à bord des trains. Donc c'est une flotte de 15 000 appareils. C'est des modèles un peu durcis qui font du flash infrarouge, qui font plein de choses. Ça coûte plus de 1 000 € pièce. Donc avant d'en commander 15 000, ils ont envie de choisir le bon modèle. Sachant qu'en plus, c'est pas pour les garder 6 mois. Hein. Le Axelio, le PDA Axelio qu'ils ont aujourd'hui, c'est un modèle qui tourne sur un Windows 10, sur un Windows d'il y a 10 ans. Pas sur un Windows 10. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc on a pu, là aussi, automatiser les gestes métiers. On les a fait exprimer. C'est quoi vos gestes métiers? Comment est-ce que vous allez utiliser ces appareils? Et donc on a dit, bah oui, vous allez flasher 200 QR codes sur des cartes d'envoyageurs, vous allez flasher 150 QR codes sur des écrans de smartphone. C'est pas tout à fait la même sollicitation de la machine, parce que les conditions d'éclairage ne sont pas les mêmes, l'intensité n'est pas la même. Vous allez faire des transactions magnétiques, donc il y a un petit imprimante, un petit terminal de paiement, une petite imprimante reliée en Bluetooth. Combien ça coûte ça en termes de consommation de batterie, etc. Et puis de temps en temps, l'appareil il est juste en veille, parce que l'utilisateur, contrôleur, bah, il est en pause, il a le droit de s'arrêter pour manger aussi. Donc l'appareil est en veille, combien il consomme en veille. Voilà. Et donc, toutes ces mesures nous ont permis de montrer que sur les 5 modèles qui nous avaient été confiés pour le test, qui étaient les modèles en shortlist, en fait, les autonomies entre ces différents modèles allaient, je vais être gentil, du simple au double. En gros, le plus mauvais, il tenait 3 heures, et le meilleur, il tenait 8 heures. Et coup de chance, 8 heures, c'était justement la demande de la SNCF, c'est-à-dire c'était le minimum. Après, en fonction des différentes conditions réseau, bah, ça tient plus ou moins bien. Donc on a pu produire, c'est sur un outil d'expertise d'intelligence humaine qui s'appelle Excel, qui permet de traduire les résultats et faire différentes projections. Voilà. Donc dans certains cas ça marche, dans d'autres ça ne marche pas. Les modèles, entre eux, il y a des grosses variations. On a eu des débats avec certains constructeurs aussi sur la qualité des mesures. Et puis surtout, ça permet de montrer que par rapport à l'autonomie qui était annoncée par le constructeur,
eh ben, c'est un peu la fête, parce que l'autonomie annoncée par le constructeur, il y a un genre d'effet Volkswagen, hein, c'est-à-dire que c'est fait dans les conditions d'expérimentation qui sont pas trop défavorables pour l'appareil. Donc la veille, c'est en mode avion, c'est écran éteint, c'est etc., etc., ce qui n'est pas, par exemple. Donc je reviens donc sur après ces 3 exemples, je termine rapidement, on va donc pouvoir mesurer et piloter. Donc comment se passe une mesure très concrètement, et je passe très vite parce que si vous avez encore un peu de temps après, on pourra vous faire une démo. C'est qu'on va intégrer des appels à l'API GreenSpector dans les scripts de test. Donc c'est pas intrusif, on ne rentre pas dans le code source de l'application, on n'a même pas besoin du code source, en fait ça travaille en boîte noire. C'est juste des scripts de test que vous allez rédiger ou dans lesquels vous allez intégrer les API GreenSpector. Et tout ce qui va se passer entre le start mesure et le stop mesure, ça va être instrumenté. La mesure, elle va se dérouler sur quoi? Elle va se dérouler sur un smartphone, qui est soit le smartphone du testeur, qui est relié en ADB à son PC, sur un coin de bureau. Ça permet de faire du test exploratoire, faire des trucs. On sait bien que la mesure ne sera pas très fiable, mais ça permet déjà de faire des premiers tests et d'avoir un retour rapide. Dans l'idéal, la mesure, elle se déroule sur un banc de test, qui sont des smartphones, qui sont dédiés à ça. Nous, on en a dans notre cloud. On peut aussi l'installer chez le client sur les modèles qu'il a choisis. Ça peut être ça peut être du cloud on-premises, entre guillemets. Et les appareils, on maintient les niveaux de batterie au bon niveau, on les recharge automatiquement, puisque comme on fait de la mesure de consommation de batterie, évidemment, pendant que le test se déroule, l'appareil est débranché. Par contre, il faut récupérer le résultat. Donc, à un moment, il faut le rebrancher. Puis, il faut que la batterie elle se recharge entre 2 tests. Donc, tout ça, c'est géré automatiquement. Et ensuite, on va consulter les résultats sur l'interface de GreenSpector. Donc, on va récupérer un EcoScore qui va donner une première appréciation sur un test de benchmark où là, il n'y a même besoin d'avoir rien du tout. On clique, même moi, je peux le lancer. On clique, ça, on va faire tourner un test qui va donner voilà, cette première approche avec la qualité du comportement sur le réseau et la qualité de la consommation des ressources sur l'appareil client, sur le smartphone. On va pouvoir, à partir de ça, faire une estimation de l'impact sur l'autonomie de l'appareil. Et puis, on va pouvoir commencer à donner des indications aux développeurs, aux testeurs, en disant attention, c'est dans cette phase-là, là, c'est rouge. Là. Donc, intuitivement, on se doute que c'est moins bon que ici où c'est que orange. Même si orange, c'est pas bien. Normalement, tout devrait être vert. Donc, on va commencer à donner des indications sur les moments, les endroits dans l'application qui pourraient être améliorés. Je passe sur celui-là, en fait c'est le seul vrai slide un peu compliqué que j'avais, où j'ai plus que 3 bullet points. C'est pour montrer que c'est l'outil, c'est certes un outil de mesure, c'est un outil de qualité logicielle, mais il est utile à toutes les étapes d'un cycle de développement, que vous soyez sur un cycle en V ou sur un cycle agile. À toutes les étapes, cet éclairage apporté par les mesures peut apporter une aide à la décision. Je passe. Voilà. Le petit tableau d'honneur des clients avec lesquels on travaille, donc des grands comptes, à la fois sur des applications pour le grand public, vous connaissez des applications bancaires, entre autres, Solocal, les pages jaunes, avec qui on vient de signer il n'y a pas longtemps, et puis sur des flottes, donc Atos, DGA, donc la flotte Auxilium, on en parlait, la SNCF, 15 000 appareils, la Gendarmerie nationale, c'est une des plus grandes flottes du monde, ils sont à 95 000 appareils, ils en commandent 20 000 de plus. Là, c'est les tablettes du projet NeoGend, qui sont utilisées par les gendarmes qui dans la rue. Et puis on a travaillé aussi avec un des leaders technologiques fabricants de smartphones en Chine. Voilà, donc tout ça, j'espère vous avoir convaincu qu'en contrôlant la lourdeur, le surpoids de l'application, en travaillant sur cette notion d'efficience énergétique, ce rapport entre combien ça consomme par rapport au service que ça rend et par rapport à la performance que j'attends, ça va être bon pour l'autonomie, ça va être bon pour la performance, pour le temps de réponse. Ça va être bon pour l'expérience utilisateur, ça va être bon pour le coût total de possession de la flotte, voire pour les coûts de développement du projet aussi, parce que tout bug détecté tôt, fut-il un bug énergétique, va être beaucoup plus facile et moins cher à corriger que s'il est détecté tard. Et puis, voilà, on y tient toujours, c'est cette notion de responsabilité environnementale qui va venir aussi s'ajouter dans les bénéfices. Merci de votre attention. Et voilà, il n'y a pas de bonne présentation avec des gifs animés sans un gif avec des chatons.